Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'AD dans l'agenda 2. Aujourd'hui, j'accueille Elodie de Serenity Therapy qui est coach et depuis peu auteur. Nous avons parlé à cœur ouvert de burn-out et de surmenage. Des sujets finalement peu abordés sur le podcast, alors je suis ravie de pouvoir vous proposer ce contenu aujourd'hui. Vous allez découvrir dans cet épisode, autour de notre échange, le long parcours d'Elodie du burn-out à l'équilibre et la sérénité, ses conseils pour revenir à une organisation plus bienveillante et les coulisses de l'écriture d'un premier livre quand on est confronté au doute et à la procrastination liée à la peur. Alors installez-vous bien et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Elodie! Salut! Bienvenue sur mon podcast Et si on avançait? Je suis trop contente. Moi aussi, je suis trop contente. En plus, on va en parler, mais cette interview arrive à un moment spécial de ta vie où tu es en train de vivre quelque chose de dingue quand même. Je pense que c'est une belle expérience dans la vie d'un entrepreneur, donc on en parlera. Donc, je suis trop contente du timing et je suis trop contente de t'avoir parce que j'ai, pour le moment, pas encore eu en fait d'invité avec une histoire qui parlera en fait d'une thématique qui concerne l'organisation finalement, mais pas, je l'ai jamais abordé sous cet angle et donc j'ai trop hâte de le faire avec toi. Sur Et si on avançait, j'ai pris l'habitude en fait de présenter mes invités. Alors, est-ce que tu me laisses le faire du coup? Avec grand J'espère plaisir. que je vais pas me tromper, mais tu verras, c'est très simple. Et puis, les auditeurs apprendront à te découvrir, surtout durant nos échanges. Ok, c'est parti. Alors, Elodie, tu es coach et tu as pour mission en fait d'aider les femmes débordées à ralentir, à déculpabiliser et à se réorganiser avec bienveillance. Mais cette mission, elle ne vient pas de nulle part parce que tu es passé par là en fait. On va en parler en détail tout à l'heure durant l'interview. Tu as connu en fait ce qu'on appelle un burn-out aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as su rebondir. Aujourd'hui, moi, je te connais, j'ai pu te suivre, j'ai pu suivre tes actualités et moi, je sais qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et tu as décidé d'aider d'autres femmes qui passent à travers ces difficultés à en faire de même à travers Serenity Therapy. Et la grande nouveauté pour toi, du coup, cette année, c'est que tu deviens auteur. Madame, Madame devient auteur le 8 avril, donc au moment où sortira cet épisode, ce sera le lendemain normalement, sortira ton livre 50 exercices pour arrêter de se sacrifier, alléger sa charge mentale et prendre soin de soi. Aux éditions Erol en plus, c'est la grande classe. En tout cas, un très joli projet dont j'ai hâte également d'échanger avec toi. Et je pense que j'ai tout dit en tout cas dans les grandes lignes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu penses qu'il faut rajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. Yes. Voilà, en fait, c'est pour ça que j'étais ravie de t'accueillir parce que moi, j'ai connu un peu d'épuisement professionnel, tu vois, mais je Mhm. pense pas que j'étais proche du burn-out. Mais je crois que parmi les auditeurs, j'ai déjà eu des échanges avec des auditeurs du podcast qui ont cette phase de surmenage, tu vois, et je pense que ce sera très intéressant d'avoir ton retour d'expérience. Je sais que tu aimes partager cette histoire sans filtre, et en plus, du coup, vu que c'est ton métier aujourd'hui, je pense que tu vas avoir plein de choses intéressantes à nous partager. Et donc, j'ai hâte d'échanger avec toi, vraiment, Elodie. Eh ben, moi, j'ai hâte d'en parler. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, forcément. Alors, qu'est-ce que tu faisais en 2014? Puisque 2014, c'est un peu l'année du déclic pour toi. Qu'est-ce que tu faisais en 2014, en fait? Tu étais salariée? Non, j'étais déjà à mon compte, en fait. Moi, je suis à mon compte depuis 2011, mais je faisais pas du tout le même métier. En fait, j'avais une société de production de vidéos pour Internet. Donc voilà, rien à voir. Ah ouais, rien à voir. Et puis en plus, même le domaine encore moins à voir, puisque j'étais dans un domaine, j'étais dans l'humour et le spectacle vivant. J'étais associée à un Waouh! humoriste. Donc en fait, voilà, j'ai ma société de production et j'étais gérante, directrice de prod, enfin, je faisais plein de trucs. C'était passionnant, hein, j'ai vécu plein de trucs incroyables, mais je me suis complètement épuisée. C'est même plus, enfin, voilà, c'est suite à ça, donc pendant cette période-là où j'ai fait un burn-out. T'as eu ce burn-out pendant que tu étais entrepreneur finalement. Parce que moi, j'étais persuadée que c'était pendant que tu étais salarié. Waouh! Donc, du coup, ça change complètement la directive parce qu'on n'en parle pas souvent justement du burn-out. Parce que le burn-out, je trouve qu'on en parle beaucoup pour les salariés. Oui.
et l'entrepreneur un peu moins. Donc, tu vois, là, je suis en train de me dire que c'est encore plus intéressant. Alors, du coup, en 2014, qu'est-ce qui déclenche finalement cette pagaille? Parce que tu m'as dit que tu as commencé en 2011, donc Oui. j'imagine que bah voilà, il s'est passé plein de choses. Pourquoi en 2014 tu craques en fait? Qu'est-ce qui provoque le déclic? Alors déjà, ça a été évidemment une accumulation sur, de longues années, hein, puis effectivement, puisque entre 2011 et 2014, s'est passé beaucoup de choses et en fait, le craquage a eu lieu physiquement parce que dans ma tête, je craquais un peu depuis, je crois 1 an et demi. Déjà, ça faisait déjà 1 an et demi que je me disais: «Il faudrait que j'arrête parce que je sens que ça va plus du tout». Mais j'avais plein de mes croyances qui m'empêchaient de le faire et donc finalement, c'est mon corps qui m'a arrêtée. Je me suis réveillée un matin avec une barre, enfin l'impression d'avoir une barre de métal dans la poitrine qui m'appuyait. Waouh! J'avais, ouais, très mal, très mal. Quand je respirais, c'était pire, et donc j'avais été, prendre une douche pour voir si, ça allait passer et ça passait pas et donc j'ai filé chez le médecin qui a un petit peu eu peur pour moi, en fait. Elle s'est demandé si c'était pas cardiaque ou quoi. Donc j'ai été faire un électrocardiogramme dans la foulée aussi et donc elle a rien vu. Elle m'a dit: «Bah, la bonne nouvelle, c'est que votre cœur va bien. La mauvaise, c'est que c'est votre stress et que ça devrait pas vous mettre dans cet état-là. Donc va falloir ralentir parce qu'après c'est, certainement la grosse tuile à 30 ans, quoi». Et j'avais, je sais plus 27 ans, quelque chose comme ça. Donc Waouh! je me suis eu un petit coup de pression. OK. Donc finalement, ça s'est ressenti physiquement avant tout, quoi? Oui, bah, parce que je n'écoutais pas ma tête. Donc en fait, c'est mon corps qui m'a arrêtée. Et est-ce que tu penses qu'il y a eu un événement particulièrement cette année-là qui a provoqué un trop-plein? Tu sais, quelque chose, est-ce que ton activité, elle avait augmenté? Est-ce que justement, au contraire, ça générait du stress chez toi parce que je sais pas, il y avait un manque, tu t'étais pas sereine vers l'avenir, tu vois? Qu'est-ce qui provoquait finalement ce stress chez toi? Est-ce que c'était toi qui te mettais trop de pression ou la pression était réelle, concrètement, tu vois? Il y avait les 2 en fait. Moi, depuis que j'avais pas été gérante dès le départ, au tout début, en 2011, j'ai commencé en freelance, donc je travaillais toute seule et c'était en 2012 où je me suis associée avec 2 autres personnes. J'ai été nommée à la gérance et donc je me suis mis toutes les responsabilités sur le dos parce que j'étais gérante et donc j'avais toutes ces responsabilités-là. J'avais un problème de communication avec mes associés Mmh. et en fait, ils prenaient une direction qui était pas celle que je voulais qu'on prenne, qui me semblait dangereuse pour l'entreprise et cetera et donc oui, il y avait des événements, en fait, internes qui étaient hyper stressants et moi qui me disais: «Je peux pas lâcher parce que, je suis, en charge de cette société s'il arrive des malheurs, voilà, en tant que gérante». Mmh. Donc j'avais, oui, cette grosse pression sur les épaules d'être, responsable et en même temps ce côté: «Tout m'échappe, je ne maîtrise plus rien dans l'avenir de cette, société» puisque mes 2 associés étaient, en fait, ils étaient en majorité, d'accord pour, que quelque chose dont moi j'étais pas d'accord Mmh. et donc je me retrouvais, coincée à devoir suivre leur choix, alors que je savais que ça mettrait en péril la société. Donc j'avais beaucoup de stress, en plus des responsabilités et je ne voulais pas, en tout cas dans mes croyances, je me disais: je peux pas lâcher en fait le navire» parce que, je me sentais trop responsable des choses et je n'osais pas partir alors que j'en avais envie depuis, voilà 1 an et demi. Donc ça a été, un trop plein plus, plein d'événements internes, qui ont fait, ce débordement. Après avoir consulté ton médecin, qu'est-ce que tu décides de faire, en fait? Quel est ton premier pas? Genre, tu réalises que tu stresses tellement que tu somatises finalement, que Mmh. que ton corps te le fait comprendre. Quelle est la première chose que tu as décidé de mettre en place après avoir constaté ça? Bah, honnêtement, ça a pas été, super immédiat. Dans ma façon de penser à l'époque, j'étais plus dans la victimisation de ce qui m'arrivait, tu vois? Où je me disais, «Bah, voilà ce qui arrive puisque, rien ne se passe comme je voulais» et cetera et en fait, je suis allée travailler malgré tout d'ailleurs. Je suis allée au bureau, je me suis rendue au bureau, j'en ai parlé, parce qu'à l'époque j'avais une assistante, de production, j'en ai parlé avec elle et elle me disait: «Mais rentre chez toi». Et je lui dis: «Ouais, mais non, je peux pas abandonner le navire». J'ai l'impression déjà d'être toute seule, à tenir, la barque et que les autres ont lâché donc au début ça a pas été immédiat, en fait. Je me suis toutefois accordé, mais c'est tombé, ça n'avait pas de rapport. J'ai un week-end, où je suis sortie un peu de chez moi et je me suis reposée, mais c'était pas en rapport avec ça.
Suite à ça, en fait, j'ai commencé à vouloir ralentir, mais honnêtement, je n'y arrivais pas vraiment. À Heu l'époque, tu travaillais, beaucoup du coup, tu travaillais combien d'heures par semaine environ, dis-moi? Le week-end, je travaillais pas trop puisque j'avais des bureaux et en fait, ça mine de rien, ça m'aidait vachement à dissocier. Alors ça m'arrivait de gérer des urgences en week-end, mais honnêtement, je travaillais moins le week-end qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme je suis chez moi et tout, ça va dans la continuité honnêtement. Mais par Ouais, contre, je le fais vraiment absolument sans pression et par désir, plus que par contrainte comme à l'époque. Donc ouais. déjà, ça change pas mal, la façon d'aborder, les choses. Mais après au niveau des heures, non, je les comptais pas, mais je commençais pas super, super tôt, mais par contre, je terminais très tard et puis c'était, dans des conditions surtout d'intensité, de sans arrêt, en fait. Il y avait pas, c'était pas à la cool du tout et même quand il y avait pas de quoi se stresser, je me stressais pour autre chose. Enfin, voilà, c'était, et c'est aussi d'ailleurs comme ça qu'avec du recul, j'ai su que, j'avais fait un burn-out parce que sur le moment, je ne savais pas vraiment. C'est que je me suis rendu compte que j'étais de moins en moins résistante au stress, que de plus en plus de choses me stressaient, de plus en plus vite, que voilà, même sur mon humeur et tout, je l'avais ressenti, que j'étais en train de glisser, quoi. Donc en fait, tu as continué quand même à Ouais. persévérer. Tu vois, ça, c'est vraiment, un truc parce que pour ma part, je t'ai dit, je suis pas arrivée en burn-out, mais par contre, j'ai vu, quelqu'un partir en burn-out, ben, dans le milieu professionnel à l'époque où j'étais salariée. Donc c'est un processus que j'ai bien analysé et c'est vrai que tu mets le doigt sur un truc, c'est que souvent les personnes qui sont dans un épuisant professionnel, au lieu de ralentir, j'ai l'impression qu'ils en font encore plus. Ils t'acharnent parce qu'en fait, il y a cette croyance qui dit que tu fais un burn-out, donc tu as pas les épaules, donc tu es pas assez fort. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu Mmh. dis: «Non, moi, je veux pas te donner raison». Après, bon, il y avait aussi, le fait de gérer les regards des autres, effectivement, qui, à l'époque, moi, m'importait plus qu'aujourd'hui. Mais, ce côté, je veux pas avoir l'air d'une faible, donc je ne cède pas à, mon mental. Voilà, alors qu'aujourd'hui, je fais tout l'inverse. Ouais. Non, mais aujourd'hui, on va voir que de toute façon, c'est complètement autre chose et heureusement. Alors, beh, bon, tu quand même continué, c'est vachement étonnant, mais à quel moment, du coup, tu t'es dit: «Bah, stop, quoi»? Qu'est-ce qui, parce que tu as ce symptôme-là, tu as cette boule au ventre, enfin, tu te sens pas bien, tu persévères quand même, mais sur du long terme, on sait que, bah, déjà ça n'a pas tenu puisqu'on sait que ce que tu es devenu après, je t'ai présenté. Qu'est-ce qui t'a fallu de plus du coup pour, vraiment te dire: «Bah, stop, j'arrête en fait»? Bah, de tomber enceinte. Ah! Ça c'est un beau cadeau. Voilà, c'était pas dans mes projets, j'étais pas en projet bébé, en fait et ça m'est Mmh. tombé dessus, t 2-3 mois après avoir fait mon burn-out. D'accord. Voilà et du coup, c'est vraiment ma grossesse où je me suis dit: «Non, là, il en va de l'enjeu de la santé de quelqu'un d'autre que moi et de mon bébé, en fait». Donc là, là, j'ai su prendre les mesures. Mais si tu veux, j'avais pas assez de je pense, avec du recul, j'avais pas assez d'estime pour moi, pour me dire que je devais préserver ma santé et par contre, dès Oui. s'agit du bébé, c'était autre chose. Il a fallu que tu aies une autre responsabilité en fait, un petit Ouais. être en toi pour te dire: «Bah, en fait, ouais, ma vie, ma santé en vaut la peine, quoi». Oui, C'est c'est fou ça. comme on peut se faire passer parfois, complètement, En dernier, en hein. dernier, Mmh. sachant qu'en plus tu es ton outil aussi de travail. Tu aurais pu te dire si ton travail est si important pour toi, il faut que à aucun moment ça t'a effleuré l'esprit, par exemple, de te dire, bah, que quand même ta santé, si tu voulais vraiment que ton business fonctionne et que tu voulais vraiment que ça aille bien, bah, qu'il fallait, quand même t'en occuper, t'en préoccuper, tu vois? Est-ce que quand même à des moments tu t'es dit que: «Faut que je m'occupe de moi» ou jamais ça t'a effleuré, Non. l'esprit? Tu étais tellement focus que Ouais, je me suis dit: «Je peux pas lâcher, je peux pas lâcher, je peux pas lâcher» et je m'autorisais pas à lâcher, en fait et waouh! d'ailleurs, quand j'échange avec certaines femmes, c'est ce qu'elles me disent, même pas forcément d'un point de vue professionnel, mais côté, si je tombe malade aujourd'hui, il y a tout qui s'écroule, je gère tout Mmh. et ça aurait été le cas d'ailleurs, moi, si j'étais tombée, malade et dans ma tête, je me disais: «Non, tu t'autorises pas, jamais tu tombes malade, point barre» et je tombais pas malade d'ailleurs, mais par contre, oui, j'abîmais ma santé. OK, OK, c'est fou, c'est dingue. Donc tu as cette nouvelle, tu tombes enceinte, c'était pas prévu, mais moi je crois pas au hasard, je pense que c'était ce qu'il te fallait à ce moment-là et je trouve ça beau. Donc tu tombes enceinte et du coup tu décides de t'arrêter parce que ta grossesse se passe plutôt bien. Voilà, qu'est-ce qui te fait ralentir? Parce que tu peux tomber enceinte et quand même continuer à travailler, tu Ouais. vois? Alors au début, j'ai un peu, continué comme d'habitude parce que bon, ça se passait bien, c'était le tout début, ça allait et ensuite j'ai été, mise un peu en, repos forcé par ma sage-femme qui m'a dit: «Non, là, il commence à avoir des risques d'accouchement prématuré, donc on arrête en fait,
Vous travaillez de chez vous, vous ralentissez, vous vous arrêtez et donc par la force des choses, je me suis arrêtée et je me suis mise à travailler de chez moi, en faisant de moins en moins et en justement un peu lâchant prise sur ce qui se passait dans ma société parce que d'un coup, c'était devenu vachement moins important pour moi. Je m'étais dit: «Tant pis en fait, si ça se casse la figure, de toute façon, c'est pas ça l'important». Donc voilà, j'avais changé de perspective et finalement, pendant que je me suis un peu arrêtée, là où j'avais ralenti, j'ai décidé que, pendant mon congé maternité, parce que on a quand même le droit à un congé maternité en tant qu'entrepreneur et je me suis dit: «Je profite de mon arrêt maladie maternité pardon, pour dire: "Je ne reviens pas"». En fait, voilà, puisque là je suis off, je suis chez moi et que je n'ai rien à faire à pas prendre soin de moi et de ce bébé qui va arriver. En fait, j'en profite et je reviens jamais parce que c'est pas la vie que je veux pour lui. Mmh. Je veux plus être cette maman, au bout du rouleau, stressée, qui s'en rend malade quoi à cause de son travail. Donc ça a été vraiment par le désir de bien-être pour mon fils que je me suis dit: «C'est le moment ou jamais en fait, puisque je suis arrêtée et que je suis sortie de cette spirale, il faut pas que j'y retourne». Voilà. Donc et là, tu tires un trait sur cette société. Ouais. Comment ça se passe techniquement? Parce que du coup, tu étais gérante, donc Ouais. En fait, j'ai proposé soit à ce que quelqu'un, prenne la gérance à ma place, quelqu'un d'autre, parce qu'il faut être, et ils voulaient pas, enfin mes associés voulaient pas être gérants ni l'un ni l'autre, donc c'était ou vous faites rentrer une troisième personne qui prendra la gérance ou on ferme et ils ont dit: «Ouais, on ferme». Parce que de toute façon, eux, ils étaient déjà partis dans d'autres projets. En fait, c'était plus vraiment ah non plus leur priorité, la société, donc au final, on a fermé à la suite, de ça. OK, OK, waouh, quelle histoire. Donc finalement, donc tu tombes enceinte, tu prends du recul, ta grossesse se passe bien, ton bébé naît, tu commences à enfin, comment ça se passe ce processus, tu vois? Qu'est-ce que tu mets en place durant cette période où tu prends du recul et tu lâches prise? Alors non, lâcher prise à l'époque, j'étais pas hyper forte encore. Mais non, non, j'étais plutôt focalisée sur qu'est-ce que je vais faire après? Parce que finalement, j'ai arrêté sans avoir de plan d'action pour la suite, honnêtement. Mmh. Je me suis dit: «Je sais que j'ai développé plein de skills pendant ces années où j'étais à la gérance d'une société». J'ai développé plein de skills dans plein de domaines, en fait, donc je m'inquiétais pas trop. Je me disais que j'allais faire du freelance, sur quelque chose. Donc j'ai commencé d'ailleurs en rédaction web, puisque j'avais été formée en plus pendant ces années-là. Donc j'ai commencé c'était une galère d'ailleurs, c'était tellement, tellement pas assez payé, enfin bon bref. Donc j'ai commencé quand même comme ça en me disant: «Moi ça me fait la main, ça me fait de l'expérience et tout». Heu, j'ai fait ça pendant 6 mois et en fait pendant ces 6 mois-là, je me suis dit quand même il faut savoir que j'avais un blog lifestyle en fait que j'avais qui s'appelait le blog du dimanche et qui existait depuis 2012 je crois, je l'ai ouvert en 2012. Mais non! Quoi? Je crois que j'ai déjà lu Blog du dimanche. C'est mon blog. Waouh! OK, d'accord. Et oui, qui est un petit peu effectivement, j'ai ouvert en 2012 donc ça datait et je m'étais dit: «Ah mais j'aimerais bien en fait faire que ça moi, le blogging et puis vivre de mon blog». Donc en fait cette année-là, je me suis dit j'ai lancé un atelier en ligne, sur le blogging, tu vois? Où j'ai fait des voilà, un petit cours, je sais plus combien j'avais vendu ça, une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Ça avait Mmh. vachement bien marché et je m'étais dit: «Mais en fait, c'est trop cool, je veux trop faire ça dans ma vie», juste proposer des services, payants de mes compétences et pouvoir vivre de mes articles sur mon blog et de tout ça, quoi. Donc ça a été un peu le déclic à ce moment-là et on était, du coup en 2015 et ensuite donc j'ai continué à essayer j'ai sorti plusieurs ateliers en ligne et j'ai, continué aussi le freelancing. J'avais fait une mission, également, à la télé pendant quelque temps et mais une fois que cette émission s'est arrêtée, je me suis dit: «Ah, ce serait bien quand même que je fasse vraiment que mon Que blog». Enfin, j'aimerais ouais. vraiment bien. Mais j'en étais pas encore là, tu vois? Je continuais de faire, plein de trucs à côté et il a fallu attendre, 2017 pour que je me dise: «Allez stop, j'arrête, j'arrête de bosser pour les autres, j'arrête de faire des missions pour les autres, je m'occupe de mon blog». Donc là, j'étais repartie sur mon blog du dimanche et j'ai sorti un membership à l'époque, donc 2017, un Ah, mais membership, tu très innovante quand même, ouais, parce que non, tu mais sais, en ce touj moment, tout le monde, le c'est ça, membership, c'est un peu la nouveauté, mais toi, déjà en 2017, ouais. tu étais en mode membership. Une membership en 2017 qui a duré, 1 an et demi. En fait, pendant 1 an et demi, j'ai fait, de la création de contenu. C'était beaucoup d'outils, tu vois, d'organisation. À l'époque, je m'adressais beaucoup aux mompreneurs, donc c'était D'accord. d'outils d'organisation,
pour, mompreneur et j'ai glissé en fait naturellement vers le coaching, à ce moment-là, à cette époque-là C'était la et question que j'allais te poser justement. À voilà. quel moment tu crées Serenity Ça a Therapy? été c'était fin 2017 du coup, au bout d'un an, au bout d'un an de bloc du dimanche, à temps plein, je me suis dit: «Voilà, là, je suis partie sur le coaching un peu, sérénité et le développement personnel». Le nom de mon blog qui est le nom de la création, parce que je blog du dimanche, j'avais appelé ça comme ça en me disant: «Je bloguerai», tu sais, comme sportif du dimanche, quoi. Ouais. Je vais bloguer une fois tous les 36. Donc je me suis dit: «Le nom, il est plus adapté. Maintenant, c'est mon travail et tout» et donc j'ai renommé, blog du dimanche en Serenity Therapy. D'accord, et durant tout ce process-là, donc tu crées tes offres, autour du blogging, des ateliers, finalement tu deviens Serenity Therapy et cetera. Comment tu vas dans ta tête? Est-ce que tu lâches prise? Est-ce que tu te sens mieux? Tu guéris de ce burn-out? Comment tu le vis? La guérison est très longue parce que je sens que je suis quand même très réceptive, trop réceptive au stress, au mauvais stress, tu vois? J'arrive pas à prendre du recul facilement face aux situations comme aujourd'hui et du coup, il y a quand même beaucoup de choses qui me stressent. Je suis toujours dans le sacrifice, même si je m'en rends pas compte, parce que je me dis: «Oui, j'ai arrêté de me sacrifier dans mon travail parce que j'ai changé, j'ai choisi vraiment, là, je choisis, c'est mes règles et tout ça». Mais je continue de me sacrifier parce que je continue de me faire passer en dernier, de pas prendre soin de ma santé. Là, j'avais 2 enfants à charge en bas âge, plus, ma petite entreprise et forcément, j'étais toujours, je pensais à moi en dernier Mmh. et donc j'ai continué, hein, sur ce chemin du sacrifice, pendant un petit moment et j'ai refait un burn-out, parental, en fait, cette fois, D'accord. pendant, l'été enfin, juste avant l'été, 2018. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je disais, c'est très important, c'est quelque chose que j'essaie de rappeler, que c'est pas comme la varicelle, le burn-out, c'est pas parce que tu en as fait un que c'est fini et que tu es tranquille. Tu peux en refaire et tu as moins de résistance. En fait, après chaque burn-out, tu as moins de résistance au burn-out puisque tu es dans cette, fragilité, réception du stress, et cetera, qui fait que tu peux en faire un plus vite que la première fois. Moi, que c'est ce qui m'est arrivé. Donc là, cette fois, ça touchait pas le travail, ça touchait, voilà, la vie avec les enfants et plus d'autres choses, bien sûr, il y avait pas que ça, mais Mmh. et en fait, cet, été-là, j'ai pris la décision de me séparer du père de mes enfants et de recommencer. Après j'ai aussi beaucoup travaillé, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, Ouais. voilà, j'ai fait un énorme travail, sur moi, mais c'est vrai que ça a été le moment où je me suis sentie libre de pouvoir, faire les choses, comme je voulais le faire, en fait, en me disant: «Je n'ai plus de personne extérieure qui va m'empêcher de vivre ma vie, en fait». C'était Mmh. vraiment ça le qui m'a permis, moi, de me déployer. C'est en me disant: «Si tu es dans un environnement, si ton entourage, malgré lui, parce que c'était évidemment pas volontaire, mais si ton entourage, en fait, t'empêche justement de vivre ta vie et de faire les choix que tu as envie de faire, à un moment donné, il faut se libérer de cet entourage-là pour, pouvoir, en fait, vivre la vie que tu as envie de vivre. Parce que Mmh. sinon tu vis à travers, celle de quelqu'un d'autre. Waouh. OK, OK. Bah, merci déjà pour cette histoire, tu vois? Moi et du coup, je suis ravie d'entendre ton histoire puisque je la connaissais pas, du tout, en tout cas de ce point de vue-là, et en termes d'outils, puisque je sais que les auditeurs aiment vraiment les outils concrets, tu sais, Moi si tu aussi. de et du coup, si tu devais, tu vois, quelqu'un qui traverse un burn-out, qui est dans la phase où justement elle se rend compte qu'elle est un peu, surmenée, cette personne se rend compte qu'elle est surmenée, qu'elle se retrouve même peut-être dans ton histoire, tu vois? Quel outil tu lui conseillerais, tu vois, peut-être, des questions à se poser, voilà, par quoi tu lui conseillerais de commencer? Alors, en fait, ce qui est délicat dans ces moments-là, c'est qu'on est tellement, on a tellement plein la tête et on est tellement fatigué que je vais pas commencer par leur donner du travail de questions sur soi, en fait, parce que clairement, il y a pas le recul, il y a pas la clarté pour le faire. Donc en général, je propose 2 choses. C'est soit mais ça paraît simple, mais ça l'est pas tellement. C'est soit je leur dis: «Écoute, ton exercice du jour, ça va être de te servir une boisson chaude et de la déguster dans le calme et sans écran, sans être sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux. Si jamais, tu sens que tu perds un peu, les pédales dans tes pensées, parce que du coup, tu vas entendre vachement tes pensées, contrairement à d'habitude, et bien, tu prends un carnet et tu écris tout ce qui te passe par la tête. Ça, c'est vraiment l'outil,
quand on a trop dans la tête, moi, c'est le truc que je dis tout le temps, c'est tu ouvres un carnet et t'écris pendant 10 minutes. Par contre, t'écris pas moins que ça, parce que si t'écris juste, ce qu'il y a en surface, ça suffira pas. Il faut que tu creuses, il faut lâcher les choses. Donc Mmh, écris sans te censurer pendant 10 minutes. Lâche tout ce que tu as à lâcher et déjà tu y verras plus clair et tu mmh. auras certainement des réponses à des questions. Mmh. Moi, c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que ce qui tu on parlait de croyances et tout, tu vois? Moi, je suis croyante et c'est vrai que moi, dès que je sens un moment de stress et cetera, bah, j'ai toujours ce réflexe, en fait, de prier ou d'écrire aussi, de mettre mes pensées, en fait, quelque part. Parce que finalement, c'est tout ce qu'on garde et qu'on n'exprime pas qui nous pollue, tu vois? Complètement. Et le fait d'avoir toujours eu ce réflexe, voilà, de prier et cetera, bah, je sais que, bah, je me laisse, j'ai un endroit, un défouloir, tu vois? Quelque chose, où se lâcher et c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper important, en fait, ne pas se laisser finalement bouffer par ses propres Oui. pensées, tu vois? Les mettre, les extraire, en C'est fait. ça, les sortir et sans filtre quoi, sans se juger, sans se dire, «Je devrais pas penser ça», on s'en fout. Mmh. La question c'est pas de savoir ce que tu penses, c'est juste de les sortir de ta tête, de te libérer l'esprit pour gagner de la clarté et du calme aussi. Parce que c'est là où ça devient, surtout qu'on se rend compte que quand on écrit les choses auxquelles on pense, c'est finalement pas aussi grave que ce qu'on pensait ou c'est finalement pas aussi intense que ce qu'on pensait. Donc c'est Mmh. très important de le faire, régulièrement. Et petite astuce aussi, puisque j'ai déjà une cliente qui me disait qu'elle arrivait pas à écrire, tu vois? Beh, dans ce Mmh. cas, les audios aussi, c'est pas mal. Quand on est, il y a des Oui. personnes qui sont plus à l'aise, tu sais, qui n'aiment pas écrire et tout, bah, même faire un audio, ça peut être une Complètement. solution Moi, ça aussi. m'arrive aussi quand j'ai pas de carnet sous la main, des fois j'ai besoin que ça sorte, bah, j'enregistre un audio puis après je le jette et puis voilà, je sais que je l'ai déposé quelque part. Parfois même je le dépose à quelqu'un dans une enfin avec quelqu'un où je sais que c'est en sécurité en fait, que la personne ne va pas me juger. Comme Ouais. ça je sais qu'en plus j'ai été entendue. Mais oui, déjà, rien que ça, hein, rien qu'en audio, ça marche très bien aussi. OK. Donc ça, c'est bien. Je sais que ça va mieux aujourd'hui et d'ailleurs, tu es sur un projet avant qu'on commence à parler de ton organisation. Donc, tu as écrit un livre cette Mmh. année et je suis curieuse de savoir comment l'aventure, elle a démarré, en fait. Est-ce que c'est toi qui as démarché? Enfin, je suis juste curieuse de savoir comment cette histoire de livre a commencé. Alors, faut savoir que, moi, j'ai toujours rêvé d'écrire des livres depuis que je suis enfant. Ouais. Et en fait, c'était donc l'année dernière, hein, la genèse de ce livre, où je me suis dit: «J'aimerais bien» parce que j'étais dans cette, démarche justement d'aider les femmes à sortir du sacrifice. Je me disais: «J'aimerais bien écrire un guide pratique avec, en gros, qui reprend un peu ce que je fais en coaching, mais dans un livre, en simplifié ou, voilà, en moins un peu moins poussé forcément, mais disons, voilà, un petit guide, écrit que j'aurais pu faire en e-book. Mais j'avais une idée précise parce que je connaissais, la collection une collection de chez Erol qui est, tu sais, 21 jours pour 3 petits points. Oui, oui, oui. Et en fait, à la base, moi, j'ai si tu veux, j'ai écrit un petit synopsis que j'ai envoyé à Erol en disant: «21 jours pour arrêter de se sacrifier». Et donc j'ai eu un retour suite à cette proposition de la maison. Elle m'a dit: «Ah oui, on adore le thème. Par contre, on aimerait bien le transposer dans une autre collection qui est, les 50 exercices pour». Donc je me suis dit: «Bah, Mmh. carrément, ça fait plus d'exercices, donc c'est cool». Donc c'est toi qui as, Ouais, mais waouh! Mais je suis trop ouais, contente parce que tu vois, j'aime bien encourager les gens à oser parce que oui. des fois, on attend trop que les choses nous tombent dessus, Tombe tu vois? dessus, Et il c'est faut pas, sur hein. ça, Ouais. j'espérais vraiment, j'ai fait exprès de ne pas te demander avant puisque j'avais hâte de savoir et moi, j'espérais vraiment que tu me dises que c'était toi Oui. qui avait envoyé, qui avait fait le premier pas, en fait et je trouve ça génial. Donc tu as osé et tu as Et envoyé ton oui, synopsis. il faut jamais attendre que les choses, surtout quand c'est nos rêves, faut jamais attendre que ça nous tombe dessus. C'est exactement comme pour bah, voilà, les invitations dans des épisodes de podcast. C'est bien quand ça nous tombe dessus comme ça, mais si on veut Ouais. vraiment faire partie d'un podcast, eh ben, il faut aller demander, en fait. Et les livres, enfin voilà, hein, écrire un livre ou n'importe quelle autre chose, si tu es pas dans l'action et que tu es dans l'attente, bah, il y a des chances que ça t'arrive jamais. Et c'est pas, je sais que, par exemple, pour les livres, il y a ce côté un peu prestigieux de «on vient te chercher, c'est cool et tout». Ouais. Et moi, je me suis dit: «Évidemment, si un jour quelqu'un vient me chercher pour que j'écrive un livre, c'est excellent, mais est-ce que j'ai envie d'attendre tout ce temps? Parce que je ne sais pas si ça arrivera, ou est-ce que j'ai envie de publier un livre et donc je vais proposer des idées?» Bah, voilà, moi j'ai proposé des idées. Et ça a été, Et ça a été retenu, quoi. fructueux en plus, j'ai de la chance parce que j'aurais pu aussi ramer pas mal, j'avais jamais fait ça, hein, j'avais jamais proposé encore en maison d'édition des idées et je sais qu'il y a plein d'auteurs qui sont obligés de le faire plein de fois sur ou à plein de maisons d'édition ou sur plein de sujets avant d'être validés. Moi, j'ai eu cette chance que ça arrive du premier coup, mais même si ça n'arrivait pas du premier coup, il faut persévérer parce que c'est peut-être juste
pas la bonne maison d'édition, ou c'est peut-être juste un angle différent d'un livre qu'il faut approcher, quoi. Waouh! En tout cas, je suis fière de toi. Enfin, je suis ravie de cette aventure. On va en parler tout à l'heure parce que je suis curieuse aussi de savoir comment tu t'es organisée pour justement atteindre cet objectif. Et justement, on va commencer à parler d'organisation puisque c'est la grande thématique de ce podcast. Parle-moi de ton rapport à l'organisation qui, je pense, a vraiment évolué du coup avec cette histoire. Et justement, j'aimerais quand même savoir si on va mettre de côté ton burn-out, juste de savoir en fait si de base tu es quelqu'un quand même qui a une appétence pour l'organisation ou pas du tout. Oui, et c'est quelque chose justement, j'aime le préciser aussi, c'est qu'on peut être quelqu'un d'organisé et faire un burn-out parce que ce n'est pas, Ouais, ça n'a rien à voir. incompatible. Non, c'est pas incompatible. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'organisé, j'ai toujours aimé ça. En revanche, je n'ai jamais enfin à l'époque en tout cas, je ne faisais pas, les bons choix dans ce que je mettais dans mes plannings, tout simplement. Mm. J'en mettais trop, je mettais trop de choses, enfin je m'écoutais jamais et du coup, voilà, c'est comme ça plus que tu t'épuises, plutôt qu'une question de désorganisation. Et donc, du coup, tu as toujours été organisée et c'est très intéressant parce que c'est là, en fait, où je dis que l'organisation, c'est un moyen. Mais du coup, comme c'est un moyen, bah, il peut produire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour gagner en sérénité, tu peux l'utiliser pour finir par te mettre en burn-out, tu vois. Oui, Le tout, c'est vraiment important de savoir, bah, d'avoir une vision, d'avoir aussi, tu sais, des notions de bah, qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois. Est-ce que oui, tu veux un complètement. business qui est au service de ta vie? Est-ce que tu es plutôt acharné du travail? Puisque c'est pas tant l'organisation qui fait la différence, tu vois, mais c'est ce que tu veux et ce que tu en fais. Et Bien sûr. t'en es la Oui. preuve vivante. Et par rapport à ton histoire justement avec ce burn-out, qu'est-ce qui a changé en fait depuis? Parce que t'étais pas forcément très intentionnel, tu as dit que tu t'écoutais pas beaucoup. Qu'est-ce que tu as actionné du coup au niveau de ton organisation pour la changer et la rendre plus bienveillante? Alors déjà, j'ai fait le tri dans les choses que je m'imposais, au quotidien qui, en fait, n'étaient pas obligatoires. Il y avait plein de choses comme ça où je me disais: «Il faut, il faut, il faut». Mais Aujourd'hui tellement! aujourd'hui, je me dis plus: il faut», je me dis: «J'ai envie de» ou «Je vais faire ça». Parce que je me dis pas: «Il faut», je me dis pas: «C'est un truc que je me qui est imposé par l'extérieur». Je me dis: «Je le choisis de le faire. Je choisis de le faire aujourd'hui ou de le faire demain». Mais maintenant, c'est des choix et des choix en conscience de comment je me sens, de si je suis fatiguée, de si je suis de mauvaise humeur, de si, je suis super motivée. Ben, mes plannings vont s'ajuster en fonction de moi et c'est plus moi qui m'ajuste à mon planning, en fait. Donc c'est ce qui fait la différence et il y a plein de gens qui me disent: «C'est un truc de fou comment tu abats du contenu, de la pro enfin, comme tu produis énormément de choses» et je le fais mais tellement tranquillement, les gens je le fais tellement tranquillement, je me mets pas la pression. Je travaille pas le mercredi, enfin, j'ai des toutes petites journées le jeudi, donc je me fais pas des grosses semaines comme avant. Je veux moi, ce que je veux, c'est pouvoir travailler quand j'en ai envie, donc j'ajuste mon planning en fonction et évidemment, il y a des tâches que je vais faire parce que c'est mieux de les faire si je veux atteindre mon objectif, mais par contre, je vais jamais me mettre la pression pour, réaliser quelque chose, si je le sens pas, quoi. Et avec ce background, justement, quelle est ta vision du coup de tout ce qui est efficacité? Tu sais, les termes un peu plus qui vont au-delà de l'organisation, mais du coup en termes de performance, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Ben, justement, moi, j'avais suivi une formation de productivité même, Mmh. pour être la plus productive possible, et en fait, alors oui, il y a des choses qui sont intéressantes dans les astuces. C'est ce que je dis toujours, les astuces, c'est toujours intéressant, mais ça n'a pas de sens si tu ne t'écoutes pas ou si ça ne te correspond pas, tout simplement. Moi, je sais que tout ce qui est en termes de performance, ça n'a pas de sens si ça va à l'encontre de, ton mood, par exemple, ou de ton énergie. Parce que si tu t'acharnes à faire une tâche alors que tu es fatigué, bah, valait peut-être mieux, attendre demain, une fois reposé parce qu'en fait, tu vas la réaliser beaucoup plus vite que, si tu vas le faire en te forçant ou dans la fatigue. Et j'avais une question justement pour toi qui est en lien avec ça, c'est est-ce que tu penses qu'il faut toujours s'écouter? Parce que moi, c'est une question que je me pose beaucoup, surtout que maintenant je suis libre de gérer mon temps comme je veux, la liberté de l'entrepreneur, tu vois? Ouais. Je sais que moi, souvent, je parle de ça, j'ai une grande flemmarde en moi et Moi aussi. si je l'écoute souvent, bah, je fais pas grand-chose, tu vois? Ouais. Alors que souvent, quand je ne l'écoute pas, je me rends compte que c'est plus de flemme que de mal. C'est une phrase que je me répète souvent parce que quand je me mets à l'action, tu vois? Bah, en fait, je me rends compte que c'était plus de flemme vraiment que de mal et justement, est-ce que tu penses qu'il faut toujours s'écouter, mais vraiment, vraiment toujours s'écouter? Parce que moi, dans ce cas, je fais pas le quart de ce que je fais aujourd'hui, tu vois? Et sinon, bah, comment trouver l'équilibre finalement entre, bah,
je m'écoute, mais j'agis quand même, tu vois? Oui, mais en fait, c'est quelque chose qui se teste finalement. C'est voir, comment en fait, moi, j'essaie de me dire j'ai plusieurs scénarios de journée dans mes têtes. J'ai, bah, le scénario de la journée, où je suis super motivée, que j'ai super envie et du coup, elle va être pas mal remplie cette journée parce que je sais que je vais travailler vite. Je me dis jamais je t'avoue que malgré tout ça, je me prends pas souvent des vacances parce que j'en ressens pas vraiment le besoin. Déjà, j'adore travailler de base, j'adore ce que je fais, mais je ressens pas énormément le besoin de faire des breaks, complets de mon activité, même si je vais en faire un là dans pas trop longtemps, mais c'est parce que je déménage. Mmh. Mais si tu veux, je me dis quand tu trouves, cette espèce d'équilibre où tu sais que tu vas avancer tous les jours sur tes objectifs, sur les choses que tu as envie d'accomplir ou les choses que, bah, tu te dis: «Ah oui, si je veux atteindre cet objectif, bah, il faut que j'avance sur cette tâche-là». Donc moi, je me dis juste, j'ai des journées minimales où je me dis: «Là, c'est la journée si flemme, tu vois, la journée, je suis fatiguée, j'ai pas envie». En général, du coup, je mets moins de tâches et je me rends compte, enfin, je sais que c'est de la flemme et pas de la fatigue si, au fur et à mesure d'avancer dans mes tâches, je sens que je gagne en énergie, tu sais? Mmh. En fait, je me dis: «Si c'est de la vraie fatigue, je vais être fatiguée toute la journée et mes tâches, vont de toute façon, je vais le faire avec, lenteur et voilà». Mais je me mets quand même le minimum. Je me dis: «Il y a un minimum pour que ça avance quand même». Si j'ai plus d'énergie, j'en fais plus. Si je sens que je suis quand même fatiguée, bah, je finis tôt et voilà. C'est vraiment après, c'est une gymnastique de test aussi, hein. Ouais. Là, aujourd'hui, tu as la flexibilité parce que tu es entrepreneur, tu vois? Et je Oui. me dis que finalement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'un salarié ne peut pas potentiellement s'écouter, tu vois? Si, bien sûr que si, parce qu'en fait, le Comment tu fais quand salarié. tu es salarié? Ah, ça dépend ce que tu fais comme travail, bien sûr. Ouais. Mais pour moi, et j'ai été salariée, pas très longtemps certes, mais j'ai été salariée et je sais qu'il y avait des journées où je me mettais la pression pour avancer dans des trucs et des journées où, bah, je me disais: «De toute façon, je suis trop fatiguée, donc je vais avancer à mon rythme». En fait, c'est la différence entre, moi je connais beaucoup de gens effectivement salariat qui ont fait un burn-out parce qu'ils ne posent pas de limites en fait, sous prétexte que ce sont des patrons ou des personnes qui sont dans une hiérarchie plus haute. Ils osent pas dire non ou ils osent pas dire, «OK, mais par contre, je pourrais pas tenir les temps là, c'est juste impossible ce que vous me demandez» et pour moi, ça, c'est la clé, hein, moi, aujourd'hui, j'apprends à me dire «non» à moi-même, entre guillemets, en disant, je fais mon planning, en faisant attention à ma santé. En salariat, il faut apprendre à poser des limites, à poser un cadre, à dire non, si jamais on sent que le la personne est en train de trop charger la mule, hein. Ça, c'est essentiel. En fait, c'est la clé, c'est de reprendre le contrôle finalement et créer son cadre, créer son propre cadre, Oui. quel que soit le statut. Exactement, parce que en plus de ça, en plus du fait que ça va te préserver du surmenage, tu vas gagner en respect, des autres. Parce que quelqu'un qui dit oui à tout, qui a zéro limite et qui est, en mode tu peux lui demander tout ce qu'il veut, il dira oui, et les gens ne le respectent pas cette personne. Parce qu'elle-même se respecte pas, Mmh. puisqu'elle ne pose pas de cadre. À partir du moment où tu poses un cadre et que tu vas dire non ou à des bons moments et tout, bah, en fait, tu vas te rendre compte que les ça va te simplifier énormément la vie. Les gens vont pas, enfin, ça va pas te créer des problèmes plus que ça, en fait. Les gens ont peur souvent de dire non en se disant: «Non mais ça va me poser problème». Non, sauf si tu as un patron psychopathe et là, juste change de travail. Ouais. C'est clair, mais je te rejoins complètement sur ça. De pouvoir apprendre à dire, non, c'est tellement libérateur. Moi, je sais que la première fois que parce que j'avais quand même un profil avant où j'avais tout le temps envie de faire plaisir aux autres, tu vois? J'en ai pas Mmh, beaucoup parlé d'ailleurs dans le podcast, mais Marielle, c'était, oui, 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 et toujours aider les autres et j'ai eu ouais. aussi cette période où je mettais tout le monde, avant. Alors j'ai pas frôlé le burn-out, mais par contre, là où je ne me retrouvais plus, c'était que j'étais engagée dans plein de choses, mais sans sens quoi, tu vois? Genre, j'y suis pour y être et la frustration, tu sais, de te lever, d'avoir une to do list des choses à faire, en fait, sur lesquelles tu n'es pas engagé, en fait. Genre, tu as pas envie de les faire, tu as Ouais, dit «oui», en fait, pour faire plaisir faire et ce plaisir. ce type de «oui», j'en veux plus dans mon agenda. Ça On m'a est d'accord. tellement miné le moral, ça m'a tellement là, aujourd'hui, tu vois, plus jamais je m'engage dans un truc où j'ai pas envie, où c'est pas en accord avec mes valeurs, où je me projette pas juste pour faire Ouais. plaisir parce Et puis que tu retrouves pas en fait. Ouais. tu t'y retrouves pas et c'est du temps tellement mal investi, Oui, tu vois? Finalement, tu crois faire plaisir à l'autre, mais en réalité, comme tu es pas investi non plus, c'est genre, ça. admettons, tu vois, un jour, je m'étais engagée dans l'association, d'une amie, sauf que j'étais pas à fond, donc ce que je faisais, c'était du 20 et
en gros, tu vois, la personne ne gagne rien non plus à avoir quelqu'un qui est à 20%. Qui Donc, s'investit pas, mais c'est c'est évident, gagnant-gagnant, en fait. bien sûr. Et il y a un truc aussi que j'aimerais dire par rapport au fait de, tu sais, d'apprendre à dire non. C'est aussi que je pense que c'est de notre rôle à chacun aussi de pouvoir accepter le non des autres. Tu vois ce Oui, que je veux dire? Et complètement. on n'en parle pas souvent, mais justement, cette culture de ne pas pouvoir dire non, c'est parce qu'aussi c'est mal vu des fois. Tu sais, il y a des personnes, quand tu leur dis non, ils le prennent très très mal. Ils le Alors prennent que, contre eux, oui, exactement, alors bien sûr. qu'aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai appris à vraiment apprécier les personnes qui me disent non et à vraiment leur faire comprendre que c'est complètement OK. Et je vous encourage, si vous écoutez ce podcast aussi, à prendre cette habitude, si quelqu'un vous dit non, ben, à montrer que vous restez cordial et ça va encourager la personne à continuer à dire non, en fait. Et je pense que plus on sera Complètement. acteur aussi de ce Oui. mouvement où c'est OK de dire non, et plus on sera dans un monde où on pourra dire des vrais oui, en fait. Vive les vrais oui. Mais c'est ça, on est tout à fait d'accord. Et c'est vrai que moi, j'aime bien répondre, enfin, dire tout le temps à mes clientes que dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Mmh. Et donc, en fait, quand quelqu'un d'extérieur va me dire non pour un truc, je me dis pas, ah, il me fait contre moi. Je vais dire, il se dit oui à lui-même, il se préserve lui-même pour X raisons. Et peut-être ces raisons, je les comprends pas et je n'ai même pas à les comprendre en vrai. C'est juste OK. Et Ouais, c'est très important effectivement, de participer à ça dans le quotidien. Il faut le faire beaucoup plus. Parce faut qu'il faire. vaut mieux un vrai oui qu'un faux oui, hein. Exactement. Moi, je D'ailleurs, ça fait préfère qu'on me dise non. partie des exercices que je donne dans mon Ah, livre. ah, on est dans du spoil déjà. Et du coup, quel outil tu utilises pour t'organiser au quotidien? Même si je sais que tu es flexible, j'imagine que tu as... moi, je sais que tu utilises certaines choses puisque je te suis sur Instagram, Serenity Therapy. Mais est-ce que tu vois là, tu as des outils dont tu peux pas te passer dans ton organisation au quotidien? Bah, Notion, maintenant. Ouais. J'étais, sur Trello, Mhm. d'ailleurs. Et d'ailleurs, mon livre, j'ai organisé l'écriture de mon livre sur Trello, puisque j'étais sur Trello à l'époque. Mhm. Et je suis passée sur Notion et vraiment, voilà, maintenant il y a pas une journée de travail où je n'ouvre pas Notion, pour, bah, c'est vraiment mon support, quoi. C'est mon assistant mon assistant Ton assistant virtuel. principal. Ouais. Et donc, tu l'utilises pour bah, gérer tes tâches, prendre tes notes. Ouais, j'utilise pour tout, l'organisation de mes projets. J'ai créé aussi parce que j'ai suivi la formation de I Don't Think, donc j'ai Ah aussi oui. créé des fiches pour toutes les personnes avec qui je travaille, que ce soit des collaborateurs, des freelances, mes clientes aussi. Je suis en train alors je le fais doucement parce que sinon j'en ai pour, des semaines, Moi mais il faut aussi, là, niveau suivi voilà, client, là, je je suis dans le crie même leurs mood. ouais, je crée leurs fiches et tout et du coup, ça me permet vraiment enfin, j'ai tout là-dessus. Enfin, j'utilise quand même en plus, Google Agenda parce que Mm. bah, c'est mon outil depuis le début, hein, et j'aime bien parce que ça me permet aussi d'automatiser. Mon Google Agenda, je dis toujours, c'est mon organisation qui est sur pilote automatique. C'est le truc, avec des récurrences et tout. Je sais que, c'est super fiable et du coup, ce sont vraiment mes 2 outils principaux. Ah, tu vois, j'étais en train de me dire justement, est-ce que tu as des récurrences, sachant que tu écoutes beaucoup ton énergie? Bon, après, je sais que même si c'est planifié, t'es pas obligé de respecter à la C'est lettre exactement ce ça. qui est écrit. Moi aussi, c'est pareil. Et tu t'accordes quand même de la flexibilité, mais tu as quand même un plan récurrent, quoi. Oui. Ok. J'essaie d'avoir des plages, j'essaie de batcher beaucoup, mais Mhm. je le faisais pas tant que ça jusque-là parce que je suis quelqu'un d'assez, assez dispersé, j'aime bien, faire plein de trucs. Mais, bah, force est de constater que je suis quand même plus efficace quand je batch. Donc, je me fais juste des créneaux pas trop longs parce que sinon je décroche. Je tiens à préciser quand même, les gars, que c'est le deuxième épisode de podcast avec une invitée, là, d'affilée, qui dit que le batching, c'est la vie. Donc, je sais pas ce que vous attendez. Il y a un épisode de podcast là-dessus, si vous ne connaissez toujours pas. Il faut batcher. Je te On est repasse la d'accord. parole. On est d'accord que ça a changé ma productivité. Je produis plus grâce au batching et donc j'ai des récurrences dans mes plannings bah, je vais batcher le contenu Instagram, je vais batcher les articles de blog et après effectivement, selon mon énergie, mon envie et tout ça, potentiellement, soit je vais travailler moins longtemps, soit je vais switcher avec un autre truc c'est aussi l'intérêt d'avoir cette flexibilité, d'être à son compte, hein. Mm. Mais j'ai par contre quand même un planning. J'essaie si tu veux, de pas chaque semaine partir d'une page blanche en me disant: «Qu'est-ce que je fais cette semaine?» parce que sinon je Ouais. perds trop d'énergie. Donc je repars de mon planning qui est quasiment déjà tout fait et je vais ajuster, je vais mettre les rendez-vous ou je vais dire: «Ah non ça, du coup, il y a une urgence par rapport à tel projet, donc je vais changer». Mais c'est quand même quelque chose qui est calé sinon. Ouais, c'est quand même assez calé. Ouais. Et je sais que tu travailles avec des freelances. Tu t'en as parlé vite fait là. Tu, Oui. tu travailles avec des personnes. Qu'est-ce que tu délègues du coup dans ton business?
Alors en ce moment, je mets un peu sur pause quand j'ai pas besoin ou quand j'ai pas le budget tout simplement. Je délègue en partie des articles de blog. J'aime bien aussi avoir un regard différent enfin un regard extérieur en fait à mon entreprise et du coup, elle me propose d'autres sujets auxquels j'aurais pas forcément pensé et c'est hyper cool et donc elle m'en rédige certains et je délègue aussi une partie de mon contenu Instagram. Je crée tous les posts, mais j'ai quelqu'un qui me propose des plannings éditoriaux, en fait, maintenant, qui me dit: «Tiens, ce serait cool si tu parlais de ça, si tu parlais de ça», puis on en discute et Waouh, on ça on ajuste. existe! Et ouais, c'est génial, je te donnerai son contact si tu veux. D'accord, donc en fait, elle te propose carrément un planning éditorial en fonction de tes objectifs aussi du moment, du coup, j'imagine? Parce Oui, que bah, par en exemple, fait, là, la elle m'a promotion de ton fait livre. oui, bah, du coup, on a travaillé ça ensemble. Je lui ai dit: «Voilà, en avril, j'ai mon livre qui sort, j'aimerais bien qu'on en parle, plusieurs semaines à l'avance pour un peu teaser». Donc elle m'a proposé des idées d'articles, enfin des idées de posts Instagram en fonction de ça. Puis après on en discute, s'il y a des choses qui vont pas, je lui dis: «Bah, par contre ça, je pourrais pas le faire parce que ça en fait, ça correspond pas à mon livre ou je pourrais pas répondre à cette question-là, ça» voilà. Donc elle va aller changer si besoin. Mais voilà, du coup, chaque mois, elle me propose, une livraison d'idées de contenu, à mettre par rapport à mes projets du moment ou par rapport, juste à quand j'ai pas un projet précis ou un lancement précis, bah, du coup, vraiment lié à mon activité. Sachant qu'avant, elle avait fait un audit de mon compte et elle m'avait, proposé une stratégie, adaptée. D'accord, waouh, bah, c'est Voilà. assez intéressant, surtout si, toi, tu estimes que tu n'as pas de valeur ajoutée. Enfin, voilà, comment tu as arbitré ce que tu déléguais et ce que tu déléguais pas, du coup? Parce que tu vois, je suis quand même étonnée, sachant qu'on a parlé, tu nous as dit que tu aimais bien créer du contenu, tu vois? Ouais. Donc je m'attendais à ce que tu délègues autre chose. Donc comment tu as choisi, en fait, ce que tu déléguais et ce que tu déléguais pas, finalement? En fait, je me suis dit: «J'adore créer du contenu, mais c'est aussi un piège parce que du coup, si je m'écoute, je fais que ça». Je fais ça Mmh. H24, je vais créer des posts, je vais aller faire des j'adore ça, mais j'ai commencé par ça en même temps avec les articles de blog et j'aime toujours autant ça. Donc si je m'écoute, je fais que ça et je fais pas le reste. Sachant qu'il y a des choses, du reste, je peux pas forcément déléguer ou des choses en fait, tu sais, qui demanderaient trop de former la personne ou tu vois, ou de moi, de me réorganiser énormément dans les choses qui font qu'aujourd'hui je peux pas avoir cette perte de productivité. Donc je choisis quelque chose qui, me demande pas de former quelqu'un. Donc j'ai pris une community manager qui c'est déjà son métier en fait. Donc elle va me dire, enfin, si tu veux, moi, j'adore créer du contenu, mais avoir les idées, c'est plus dur, déjà. Donc, je Mmh. me suis dit, bah, si je peux avoir quelqu'un qui me propose des idées, bah, je vais gagner énormément de temps et d'énergie. Non, en gros, tu as procédé par rapport, à tes besoins vraiment. Au-delà de, Ouais. l'appétence en fait, pour une tâche ou pas, tu t'es Oui, dit: «Ben, moi j'ai du mal à avoir des idées, donc je veux quelqu'un qui me oui, donne c'est des ça. idées quoi», tout C'est simplement. ça. En fait, je suis arrivée à un moment donné sur mon compte où je me suis dit: «J'ai l'impression d'avoir parlé de tout et maintenant je sais pas, je sais plus trop comment aborder, quel angle, j'ai pas ce regard extérieur, en fait» et avoir un regard extérieur sur ce que j'avais déjà produit et sur ce que je fais d'une manière générale, ça m'a aussi aidée, à sortir de ma zone de confort et à aborder des sujets que j'aurais peut-être pas abordés, donc ouais, ce regard extérieur-là, il a été super précieux et c'est pareil, en blog, enfin, pour les articles de blog, parce que j'adore écrire mes articles de blog. Mais pareil, je me dis: «Ça prend beaucoup de temps, j'ai pas toujours des idées pour en faire, assez régulièrement». Donc bah, du coup, j'ai délayé cette partie-là, quoi. OK. Bah, pour terminer la partie organisation, on va parler de comment tu t'es organisée par rapport, à la production de ton livre parce que je sais que c'est un objectif quand même assez ambitieux. Je sais pas trop comment ça se passe, donc ce sera intéressant que tu nous expliques, par exemple, comment tu as procédé. Tu as fait le plan d'abord? J'ai commencé par le plan de mon livre puisque j'avais dû de toute façon le rédiger avant même que mon projet soit validé. Puisque D'accord. quand j'ai pitché, moi, mon idée de livre, j'ai une éditrice qui m'a dit: «Moi, je te suis, j'adore l'idée, j'en ai parlé un peu dans les couloirs, ça a l'air de plaire, mais il faut que ça passe en commission, donc il faut que ce soit validé par plusieurs personnes». Donc j'ai dû, moi, rédiger, 3 exercices de ce cahier, enfin de ce livre. J'ai dû rédiger 3 en amont avec le plan complet et un maximum détaillé pour la commission et donc après, eux, ils avaient comme ça la matière, ils savaient sur quoi je partais et donc bah, moi, c'était honnêtement presque le travail le plus dur, c'était ça, c'était de Mmh. pondre le plan. Parce OK. que une fois que j'ai mon plan, ça déroule tout seul, hein, Mmh. franchement, Tu t'es, comment tu as réparti après? Tu t'es dit, bah, chaque semaine je fais un exercice. Ça t'a pris combien de temps de rédiger ce livre? On n'a pas parlé de la date. Tu as commencé quand et tu as fini quand, du coup?
Alors, j'ai commencé en août, enfin, pour la commission, pour la préparation donc de la commission qui était le plan et les 3 premiers exercices, j'ai commencé à rédiger ça en août l'année dernière. Mmh. La commission était début septembre et du coup, bah, j'ai commencé la rédaction, à peu près dans cette période-là, parce que je me suis aussi mariée dans cette période-là, donc j'avais pas que mon livre comme projet. Donc j'ai effectivement, commencé la rédaction de mon livre en septembre et j'avais comme deadline en fait, je devais livrer la moitié, donc les 25 exercices, je devais les livrer, je crois, au mois de, fin octobre ou quelque chose comme ça. Donc j'avais 2 mois à peu près Mmh. et le livre la livraison du livre complet, je devais le faire pour mi-décembre. D'accord. Voilà et ensuite après, c'était que des retours corrections, donc j'ai fait des corrections, des relectures et tout ça et que c'est parti en impression il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu eu à gérer, des doutes? Parce que je trouve que c'est quand même assez, challengeant comme exercice. C'est vrai que tu es accompagnée, tu as une maison d'édition qui compte sur toi. Alors, Ouais. est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu du stress justement, vu qu'on a parlé de burn-out? Comment tu as géré en fait, la production de ce livre d'une manière du coup plutôt émotionnelle cette fois? Ça a pas été facile en fait, c'était peut-être le projet le plus dur, de ces dernières années parce que tous les projets que j'ai fait récemment, c'était pour moi en fait, il y avait que moi qui étais engagée là-dedans et là, le fait d'avoir, quelqu'un derrière, qui attend les choses, qui va te rémunérer aussi pour ça, bah, c'était finalement une posture, dans laquelle j'avais pas été depuis longtemps et en plus, c'était la réalisation de mon rêve, donc j'ai eu énormément de résistance et de croyances et de, ça va intéresser personne, mais je vais jamais réussir à écrire tout ça, ou je vais l'envoyer à la maison d'édition, ils vont me dire: «Il faut tout refaire». J'ai eu peur tout le long, très honnêtement. Ouais, Tout le long, c'était des peurs, des doutes et du coup, j'ai beaucoup procrastiné. J'avais à la la base un plan. procrastination liée à la peur quoi, on est en plein dedans. Exactement, exactement et à la base, j'avais un plan où je l'ai plus exactement en tête, mais en gros, j'avais un objectif de nombre d'exercices par semaine et en fait, ce plan-là, j'arrivais pas du tout à le respecter parce que j'étais trop dans mes pensées et dans, «Je vais pas y arriver». Et en fait, moi, je suis quand même quelqu'un qui fonctionne, qui est assez efficace sur du last minute. Je suis très douée pour le dernière minute. Moi, c'est le moment où je déploie toutes mes Bah, capacités. surtout quand on a, je trouve que ça marche encore plus quand c'est la procrastination liée à la peur, tu vois. Parce que Oui, du coup, tu sais que voilà, ça arrive, t'es obligé de toute façon, c'est donc ça. tu donnes tout à la dernière minute, tu vois. C'est ça et du coup, j'ai été très, très productive sur les dernières, la dernière semaine, je pense. Alors heureusement, il y avait des échéances, tu sais? C'était pas, tu commences en septembre et tu me livres en décembre parce que le fait d'avoir tout ce temps-là, je pense que j'aurais commencé en novembre, un truc comme ça. Là, le fait d'avoir un demi-livre à rendre au milieu, ça m'a quand même aidée dans ma productivité. Parce que sinon, si tu as pas quelqu'un en fait moi, si j'ai pas quelqu'un qui vient m'encourager à avancer quand j'ai le temps, je vraiment m'y mets à la dernière minute. C'est pour ça que avoir des deadlines, des jalons, Oui, s'imposer même bah, pour des projets perso, parce que des fois, quand ça vient d'une contrainte extérieure, c'est facile, mais quand c'est pour nous, c'est on a plus tendance dur. à les Ouais, négliger. Mais toujours se fixer des jalons, parce que sinon, on peut repousser, voilà, on peut repousser ça indéfiniment. Ouais. indéfiniment. Et du coup, ton livre, tu l'as terminé. Il va Oui. sortir, du coup, je l'ai dit, je crois, c'est le 8 avril, Oui, c'est bien le ça. 8 avril, il Le 8 sortira. avril. Et comment tu te sens là? Du coup, ça arrive bientôt. Mais tu sais, je réalise toujours pas, je crois, j'arrête pas d'en parler. Je l'ai même reçu physiquement hier. Ah, trop Je l'ai eu dans bien! mes mains et je me suis dit: «Mais, c'est pas réel!» J'ai du Ouais. mal à trouver ça réel et je pense que je vais réaliser quand je le verrai dans les mains de quelqu'un d'autre, je pense, Mmh. Mais qui n'est écou pas de ma famille. mais écoute, vraiment bravo en tout cas pour ce travail, tu vois, tu as eu un parcours quand même qui n'est pas linéaire, tu as vécu un burn-out, tu as rebondi, tu t'es lancé dans le blogging, ensuite tu t'es lancé en tant que coach et maintenant tu fais ton activité de coach et tu t'écoutes plus et on voit bien que moi j'ai en face de moi une femme qui est beaucoup plus sereine, qui s'éclate dans ce qu'elle fait et je trouve ça beau. Donc merci d'avoir partagé avec nous vraiment ton histoire et surtout le côté aussi osé parce que c'est ton rêve d'écrire un livre. T'as envoyé le synopsis et ça s'est passé, tu vois. C'est pas tombé du Ouais, ciel. Et j'aime non. bien répéter à chaque fois que ça tombe pas du ciel, en fait, tu vois. Mais oui, il y a une part de chance dans tout ce qu'on fait, mais honnêtement, la chance, il faut la provoquer aussi. Oui, Donc, c'est il ça. faut y aller. Ok. Alors, je sais pas si tu as autre chose à partager, du coup, parce que j'aime bien demander l'actualité du moment. Je sais que toi, c'est le livre, finalement, ta grosse actu du moment.
J'avais 2 actus en fait, puisque suite à la sortie de mon livre, je relance un membership Serenity Academy, donc qui Mmh. ouvre ses portes, le 13 avril et voilà, qui va être vraiment dans la continuité de la sortie de mon livre. C'est le même thème, hein, c'est, d'accompagner les femmes à sortir du sacrifice, ralentir, déculpabiliser toujours, l'organisation bienveillante et plein de choses sur l'état d'esprit, le mindset, très, Mmh. très important Mmh. On en et parle les souvent ici. émotions, tout ça. On va travailler OK. sur plein de choses. Gros programme, quoi. Ouais, OK, ça marche. Bah, tu sais, j'aime bien terminer du coup mes interviews avec, une petite série de questions-réponses, où le seul mot d'ordre, c'est la spontanéité et la rapidité d'accord. si possible. Donc est-ce que tu es prête? Bah, vas-y. Alors, routine ou freestyle? Routine Travailler sur le canapé ou sur le bureau? à bureau, Thé ou café? café, Papier ou numérique? numérique, Série ou livre? heu, série, on va pas se mentir, Chiller à la maison ou sortir? à chiller. Mmh. Ah mais tu je te sens un peu casanière comme moi, je sais Je pas, j'ai suis complètement casanière. tu sais quand je vois tes stories, tu sais, on se reconnaît entre nous. Ça se voit Complètement. qu'on aime notre chez nous et Ah qu'on est mais on est trop. cocooning, Ah, quoi. j'ai pas besoin de sortir, moi je suis trop bien. OK. Une nouvelle habitude à prendre pour toi, du coup, là? Écoute, alors ça a pas trop de rapport avec, tout ça, hein, Mmh. mais j'aimerais m'écouter mieux quand je mange. Parce que je mange trop, tu sais, en mode, j'ai mangé puis d'un coup, ah bah, en fait, c'était trop. Tu sais, genre le côté manger en conscience. Ah oui, mais Voilà. c'est hyper intéressant que tu parles de ça puisque, bah, je m'intéresse aussi à mieux m'alimenter et cetera, ma santé et c'est vrai que, par exemple, même, je lisais que c'était pas intéressant de manger devant un film ou Ouais, devant quelque chose parce qu'on pourtant je prend le pas fais, on prend pas conscience. quand mes enfants sont pas là, je le fais, tu vois? Mmh. Et c'est là où effectivement je m'écoute le moins quand je Mmh. mange et je mange, soit trop, soit pas assez, mais Soit du pas coup, je assez, suis ouais. pas dans la pleine conscience, en fait et ça, c'est un truc que OK. j'aimerais bien travailler. OK, une bonne nouvelle habitude et du coup, une mauvaise habitude à arrêter? Ah, j'aimerais bien lâcher un peu plus mon téléphone. Mmh. Ouais, le téléphone, le fameux. Ah ouais. OK, le dernier livre que tu as lu? C'est le livre le dernier livre, je crois qu'il est pas encore sorti de nouveau, de Fabien Olicard. Je sais plus comment il s'appelle exactement, Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, je crois. D'accord. Je Voilà, super livre, chercherai, pour mettre le super lien livre. du coup. D'accord et pour terminer du coup, l'une de tes citations favorites? Alors c'est une citation que j'ai vue passer et que je me suis appropriée comme ma citation officielle parce que c'est trop parfait. Ma citation préférée, c'est: «Arrête de prendre ton mal en patience et commence à prendre ton bien en urgence». Bah oui, en plus, c'est sur la page de ton site web, c'est le premier Oui, truc qu'on lit oui, c'est et moi, ça exactement m'a ça. marquée, ouais. Parce qu'on encourage vraiment enfin, le fait de prendre son mal en patience, c'est C'est un vraiment truc qu'on ancré nous dans nos dit tout le esprits. temps. Ouais, C'est c'est un ça, truc c'est de fou, depuis alors qu'en fait, c'est l'enfance. hyper négatif. Ouais et du coup, je veux défaire cette croyance-là pour, ça fait partie des croyances, phares, pour pouvoir se libérer un peu plus de ces bah, c'est du sacrifice, hein, tout Mmh. simplement. OK, bah, merci beaucoup Élodie pour cet échange que j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça t'a plu de venir sur le podcast. C'était super, je suis trop contente. Ça marche. Bah, je mettrai de toute façon, dans les notes du podcast, bah, le site web d'Élodie, sa page Instagram. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait et puis merci encore et je te dis au revoir. Merci à toi. Voilà, mon entretien avec Elodie s'est terminé ici. J'espère vraiment qu'il vous a plu, qu'il vous a encouragé peut-être si vous êtes dans une phase où justement vous vous sentez surmené, ben, à prendre du recul. Voilà, je sais que dans ces phases-là, c'est pas toujours facile en fait d'y voir très très clair et on a vu dans son histoire que ben, elle a beaucoup persévéré dans le mauvais sens. Donc j'espère que ce podcast a fait écho à votre cœur si vous êtes dans cette situation et qui vous aidera justement à trouver des pistes pour dépasser ce stade. En tout cas, merci d'avoir écouté le podcast jusqu'ici, vraiment. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant une note, notamment sur Apple Podcast, et en me partageant voilà, votre avis là-dessus. D'ici là, en tout cas, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao!